merci pour l'invitation, merci pour la stimulation intellectuelle. J'ai beaucoup appris et aussi retenu des différentes contributions. J'essaierai de les intégrer autant que faire se peut dans ma présentation. Je pense que comme la plupart des présentateurs ici, j'ai changé mon titre, mais pas exactement. En fait, j'ai voulu qu'il soit plus facilement compréhensible. Euh, un virus qui ne connaît pas, mais qui détermine aussi des frontières, peut être réduit à la frontière. En fait, ce que je vais faire dans cette présentation, c'est une approche géographique. En géographie, la frontière a une définition très claire. C'est une ligne ou un espace entre deux espaces géographiques. Alors, ça permet en même temps de présenter ce qu'est un espace géographique, qui n'a rien à voir avec un espace sur le web, par exemple, puisqu'un espace, c'est caractérisé par deux éléments, un territoire et des attributs, un ou des attributs. Par exemple, ça peut être un État national avec le nombre de personnes contaminées, différent d'un autre État national avec le nombre de personnes qui ont été contaminées par le virus. Alors, je vais essayer de rester sur cette approche géographique parce qu'elle nous remet un peu dans la matérialité de ce que pouvait être cette pandémie. Hier, Tiffen avait expliqué qu'il pouvait y avoir des émergences de lieux où un virus pouvait être repéré. En fait, je pense que, surtout en tant qu'historien, on peut essayer de le replacer dans la durée. C'est jamais par hasard qu'un virus apparaît à tel endroit. En fait, c'est toujours a posteriori que l'on reconstruit la réalité. Et c'est précisément le rôle aussi des géographes, avec les outils des géographes. Les outils des géographes sont justement des cartes. Il manque dans cette présentation tout un corpus cartographique qui mériterait d'être élaboré. Or, pour le faire, pour avoir des cartes, il faut des données statistiques et surtout le sens de ce que l'on veut montrer. Donc, la combinaison des deux permet d'avoir cette dimension. Alors, comment est-ce que l'on a pensé cette question? Comment est-ce qu'on a pensé la question d'un point de vue géographique, donc du Covid? Je pense que le tableau de bord de l'université Johns Hopkins est une très bonne représentation de la manière dont nous avons pensé d'un point de vue géographique cette question. Vous voyez sur ce document, sur cette capture d'écran, au centre, on a un planisphère avec une carte politique, c'est-à-dire avec les frontières des différents États et des figurés ponctuels qui représentent le nombre de personnes normalement contaminées. Ça peut être 1 million de personnes, par exemple, et des données statistiques qui sont données en haut du tableau avec la première, c'est le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus. La deuxième, c'est le nombre de personnes qui sont décédées et l'accumulation. Combien de personnes au total ont eu ce virus? Alors, sur la droite, nous avons des courbes et de manière très intéressante, je trouve, le nombre de personnes décédées n'est pas dominant. Mais qu'est-ce qui domine quand on regarde ce document? C'est cette carte politique du monde, ce planisphère, où on a une représentation qui est très occidentale, puisque les données qui sont cumulées ici sont des données qui ont été fournies par les États et principalement par les États occidentaux. Donc, en regardant, et la première impression que l'on peut avoir, c'est que le Covid a été une affaire à la fois occidentale et une affaire de contamination à l'intérieur des États nationaux. Donc, ce sont les... Et troisième conclusion que l'on pourrait apporter aussi, c'est que aucun des pays n'a été épargné par la contamination, même, on va dire, modestement, pour reprendre les pays en développement. Dans cette présentation, j'insisterai sur 3 points, puisqu'en géographie, on essaye de comprendre comment un phénomène géographique, des flux,
peuvent évoluer à différentes échelles. Et on commence toujours en géographie par la grande échelle. La grande échelle, c'est un peu contre-intuitif, c'est un petit espace, alors que la petite échelle, c'est celle du monde. C'est l'échelle mondiale. Donc, je commencerai par qu'est-ce que l'on peut apprendre et quel est le sens que l'on doit donner à cette crise en partant de janvier 2020 jusqu'à septembre 2022. Je peux vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette chronologie. Ensuite, le deuxième point qui est peut-être le point saillant, c'est que des frontières ont été renforcées par la crise. Et enfin, dans un dernier temps, nous verrons que c'est la mondialisation, le phénomène de la mondialisation qui a été mis en avant. Une affirmation, peut-être qui est à développer ou à commenter. Nous avons tous vécu cette crise de manière individuelle et nous l'avons tous vécu à grande échelle. Qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui a été très important sur la façon dont on pense le phénomène. Donc, c'est quelque chose qui est absolument partagé par, on va dire, peut-être pas tout le monde, mais au moins par les Occidentaux, par la plupart des Occidentaux. La façon dont d'autres personnes l'ont vécu dans les pays en développement mériterait d'ailleurs des analyses plus précises. Nous avons donc des expériences individuelles et c'est la somme de ces expériences individuelles qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, étudier de manière géographique. À grande échelle, j'ai distingué trois d'éléments, trois thèmes d'approche qui peuvent se combiner et ce sont peut-être des pistes pour explorer plus en avant ces différents points. Il y a tout d'abord la frontière de l'espace privé. La frontière de l'espace privé peut être étudiée de manière différente. Par exemple, comment on va distinguer l'espace privé de l'espace public, comment le public s'est trouvé en soustraction d'une géographie quotidienne pendant le confinement, par exemple. Qu'est-ce que ça a changé dans la fréquentation du privé et du public par la suite? Est-ce que l'on est plus allé dans les espaces publics? De quelle manière? Donc, ce sont des expériences là aussi individuelles qu'il faudrait mettre bout à bout pour essayer, encore une fois, de trouver du sens. Les espaces sociaux, donc à grande échelle, il est évident que les catégories socio-professionnelles et la façon dont on pourra aussi cartographier l'impact, donc comment des populations plus pauvres ont pu être affectées par ce virus, mériterait aussi là, un peu de plus ample développement. L'argent, mais ce n'est pas seulement ça. Ça peut être aussi, par exemple, des espaces urbains. Comment est-ce que l'urbanisme a pu avoir un impact ou des conséquences sur la façon dont individuellement des personnes ont vécu le confinement? Par exemple, si vous vivez dans la banlieue ou si vous vivez à la campagne, ce n'est pas exactement pareil. Est-ce que vous avez un parc à proximité? Est-ce que vous pouvez sortir? Tout ça, ça rentre en compte, puisque derrière, il y a aussi des logiques qui se combinent. Le troisième élément, peut-être plus particulier à la France, j'ai insisté parce que nous sommes quand même à Paris, c'est cette dichotomie qui est apparue à un moment entre Paris et la province. Et au début du confinement, une vague de migration, pourrait-on dire, ou des déplacements de Parisiens dans leur résidence secondaire, ce qui a créé une frontière aussi entre Paris et la province, un renforcement peut-être des stéréotypes. Donc, voilà comment on pourrait peut-être commencer une étude à grande échelle de ces différents espaces, mais il manque quelque chose en fait ici. Ça, c'est tout à fait possible d'accumuler, d'avoir des statistiques, mais qu'est-ce que l'on recherche? Qu'est-ce que l'on va rechercher à l'intérieur de ces espaces
À grande échelle. Alors, je reprends quelque chose qui est très important et que j'ai entendu ce matin sur les patchwork. Donc, il s'agissait de Géraldine Chouard. Et à la fin de sa présentation, j'ai été très étonné et j'ai trouvé ça très insightful. En fait, à la fin, il y avait deux diapositives sur le corona et les systèmes de santé. Et le deuxième, c'était Corona expands a broken system. En fait, le corona n'a pas détruit des systèmes de santé, mais il a révélé. Et je trouve que c'est révélé au sens photographique du terme. Et ça, c'est une idée très intéressante. Parce que, en fait, ce que l'on voit et ce que l'on va voir notamment à plus petite échelle, c'est que l'on a des problèmes qui existaient et qui ont émergé à ce moment-là. On pourrait parfaitement le faire ici, par exemple, sur, par exemple, les femmes. Comment les femmes ont-elles vécu cette crise? On sait qu'elles ont été plus affectées. Alors, ça peut être une hypothèse de travail. Maintenant, qu'est-ce que l'on pourrait prendre comme recherche, comme route pour trouver des justifications? J'en vois deux, a priori. Le premier, c'est les violences domestiques. En un an, les violences domestiques ont doublé. Donc, ce serait intéressant de cartographier où les violences domestiques ont pu se produire. Il est tout à fait possible que cet été, dans les quartiers les plus défavorisés. Et si c'est le cas, il faudrait peut-être segmenter encore pour voir s'il s'agit de chômeurs de longue durée ou s'il s'agit de familles décomposées ou qu'importe. Mais là, ce serait intéressant de voir les liens de causalité entre ce regain de violence domestique et la réalité de la crise. Le deuxième élément, c'est que les femmes ont été plus affectées parce qu'elles sont plus exposées, notamment dans des frontières, dans des interfaces, en anglais ou dans le milieu anglo-saxon, on dirait des hubs, comme par exemple les hôpitaux, comme les maisons de retraite, puisqu'elles forment la plupart du personnel soignant, elles ont été plus exposées. Donc voilà comment on pourrait essayer d'avoir une approche géographique en donnant du sens à cette échelle-là. La transition est évidemment toute trouvée sur le renforcement des frontières et nous passons là à la petite échelle. On va regarder ce qui s'est passé autour du monde et je vais prendre simplement deux exemples, les États-Unis et la Slovaquie, qui immédiatement après les premières infections ont décidé de fermer leurs frontières. Question, c'est est-ce que l'on ferme les frontières parce qu'il s'agit de mesures préventives ou est-ce que c'est autre chose? Et je suspecte que ce soit plutôt des mesures destinées à l'opinion publique, notamment dans tous ces régimes populistes, qu'il s'agisse de celui de Trump ou de Orban en Hongrie, etc. Donc là, on a essayé de donner en pâture ou de donner des explications pas forcément très bonnes à des opinions publiques. La Slovaquie est un excellent exemple. La Slovaquie a décidé de façon unilatérale de fermer ses frontières, sauf avec la Pologne. Pourquoi? Parce que la Pologne est essentielle pour des questions de sécurité alimentaire, mais dans le même temps, ça permet aussi d'utiliser le Covid comme un moyen de pression sur la République tchèque, voisine, amie et ennemie en même temps. Donc, ce qui se manifeste à travers ça, ce n'est pas la crise du Covid, c'est autre chose. Et cette autre chose est intéressante. La transition sur la Chine est aussi toute trouvée, puisqu'il s'agit aussi de comprendre comment la Chine a réagi par rapport à cette crise. Et là, c'est un miroir inversé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fermeture, même si elle a eu lieu de facto, que les lignes aériennes notamment ont été immédiatement suspendues entre Beijing, enfin toutes les destinations chinoises et le reste du monde, mais c'est plutôt à l'intérieur. Et en fait, on remarque que la décision se prend au niveau des régions ou des grandes villes. Et ce qui a été évident quand on connaît un peu le mode de fonctionnement de la Chine,
c'est que la lenteur des décisions a retardé le véritable confinement. Des personnes ont pu voyager et peut-être répandre le virus. Donc, c'est très intéressant de voir que ce renforcement des frontières, il repose sur quelque chose qui est différent. On peut aussi regarder à l'échelle mondiale comment ça s'est passé. Or, s'agit-il véritablement d'une fermeture? Peut-on dire que des pays, par exemple, enfin, au Moyen-Orient, puisque je connais un peu mieux, ont véritablement fermé leurs frontières? Oui, en théorie, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, nous avons une représentation qui est peut-être satisfaisante pour l'esprit, mais qui est fausse. Elle est fausse. Un peu comme celle-ci sur la Chine d'une manière générale, j'ai déjà évoqué le problème de la gestion interne, mais on peut parler aussi de la diplomatie vaccinale. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre avec cette diplomatie vaccinale? Un renforcement des alliances politiques de la Chine préalablement préparées. Donc, où est le Covid dans cette perspective? Il s'agit simplement d'un accélérateur de phénomènes déjà à l'œuvre, dans le domaine diplomatique ou dans le domaine politique d'une manière générale. Mon troisième point est sur la mondialisation. La crise a questionné l'existence même de la mondialisation. Une hypothèse que je pourrais aussi formuler pour travailler peut-être sur des questions de mondialisation et de démondialisation ou des questions environnementales, est-ce que le Covid n'a pas été poussé au rang des suspects pour ne pas adresser les véritables causes? Donc, on pourra parler de ces questions, mais est-ce que le vrai problème, c'est le Covid? Pour ma part, je serais un peu sceptique. Regardez ici, j'ai essayé de schématiser ce que je voulais dire. Est-ce que après le Covid, on va retourner à un statu quo hanté? Nous avons un système qui est mondialisé, ce qui veut dire que l'on produit dans des pays comme la Chine, mais il faut ensuite transporter ces produits avec une crise et une inflation dans un écosystème économique qui n'est pas sain et qui altère la confiance. Est-ce que l'on pourra retrouver la mondialisation telle qu'elle existait auparavant? La réponse est non. S'agit-il du Covid? Je n'en suis pas sûr, parce que la solution qui est proposée, c'est la relocalisation aux frontières. Par exemple, s'il s'agissait des pays européens, de l'Europe de l'Ouest, ça pourrait être, par exemple, d'aller produire en Moldavie ou en Pologne, parce que le coût de la main-d'œuvre est beaucoup moins cher. Est-ce que ça va résoudre les problèmes de la mondialisation? Nous savons que la réponse, elle est de toute façon non. Un autre point, et ce sera mon dernier aspect sur cette crise, ce sont ce que j'ai appelé des convergences environnementales. On sait parfaitement que l'une des frontières principales, souvent avancée par les journalistes, parfois aussi des intellectuels, c'est de mettre en avant la proximité entre un milieu sauvage et l'Occident, avec par exemple des lieux, des frontières, des lieux de convergence qui pourraient être les marchés locaux. En l'occurrence, on sait que la déforestation est la première cause de maladies infectieuses et évidemment ce qui menace les Occidentaux. Est-ce que le problème, c'est dans ce cas-là la déforestation ou la transmission du virus? Non, le vrai problème, c'est celui des questions environnementales et du maintien des écosystèmes pour éviter que l'on ait une transmission de certains virus des animaux aux hommes. Je ne prendrai pas le pangolin, parce que mais je trouve que l'exemple le plus intéressant en sciences de l'environnement, enfin, c'est celui de la chauve-souris, par exemple. Donc, et on sait que la destruction de ces forêts a des conséquences sur le court terme. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire dans l'ensemble?
c'est que l'on a eu effectivement un renforcement des frontières avec cette crise, mais cette crise a surtout servi de révélateur de problèmes structuraux beaucoup plus graves et que l'on a associés. Alors, peut-être que dans certains cas, il y aurait eu il faudrait aussi travailler là-dessus, sur un double discours entre ce qui a été et ce que l'on pourrait essayer de faire passer. Donc, les frontières ont été globalement remises en question, mais elles n'ont pas été provoquées par ce virus, mais parce qu'elles existaient au préalable et qu'elles ont été renforcées par ce phénomène. Je vous remercie. Moi, j'ai vu une frontière qui a réapparu et qui n'a jamais existé non plus, c'était la frontière entre Dubaï et Abu Dhabi. Donc, on est dans une fédération, il y avait pas, bon, il y a des limites nationales très bien gardées, mais il n'y a jamais eu de frontière entre Dubaï et Abu Dhabi, c'est un marchandage entre deux Émirats. Et cette frontière, elle a été littéralement excavée avec un vrai poste frontière. C'est-à-dire qu'on arrêtait les voitures et on demandait un laissez-passer, donc en l'occurrence un PCR de moins de 48 heures, etc., pour pouvoir passer. Donc cette frontière a émergé et elle n'a pas existé, mais elle était déjà dans toutes les têtes, parce qu'on a deux modèles de développement économique différents, deux modèles on va dire, autoritaires, l'un plutôt bienveillant, l'autre un peu plus rigoureux. Donc, ces frontières-là se sont matérialisées. Donc, il y a eu cet accélérateur du Covid pour ça. Oui, donc, il faudrait le faire surtout une fois qu'on aurait aussi tous ces exemples nationaux et à grande échelle. Je pense qu'on pourrait peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais on verra aussi, hein, en termes de mémoire, peut-être que nous sommes en histoire ce qu'on appelle un point aveugle. On est dans une réalité qu'on ne perçoit pas encore. Peut-être que dans 200 ans, on dira « Ah bah oui, mais s'il s'agissait d'une transition, de ces temps longs dont parle Brodel, donc, et il y a eu des moments de basculement, des points d'inflexion, et cette crise en a été une, mais sur quoi? Est-ce que… Après, il faudrait avoir le résultat et nous ne serons pas là pour pouvoir en parler et essayer de savoir ce qui est véritablement à l'œuvre.